Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, quel bonheur de vous retrouver chaque jeudi pour la dernière de l'année. Nous reviendrons bien sûr en 2025, ce sera le 9 janvier, vous pouvez déjà le noter sur votre agenda, mais votre émission But Football Club avec le site de référence butfootballclub.fr est avec vous et vous accompagne jusqu'à 21h comme chaque jeudi, en l'absence de Michel Moulin qui n'avait pas de coup de gueule, donc les Jean-Michel Aulas, les présidents de la Ligue, les dirigeants vont pouvoir se reposer, n'est-ce pas Karim Zeribi? Bonsoir. Il fallait c'est bonsoir. Un cadeau de Noël. Bonsoir, il fallait vraiment être un peu généreux quand même. Donc avant les fêtes de Noël, Michel a dit bon allez ça va, Vincent Labrune, Jean-Michel Aulas, Philippe Diallo. Je ne serai pas là ce soir. Il les a bien assaisonnés à chaque fois dans notre émission tout au long de la saison, à juste titre. Il parle avec le cœur, il parle avec ses convictions, il parle vrai. Et souvent, ce qu'il annonce dans But Football Club, quelques semaines après, se révèle. C'est vrai. Il faut le dire quand même. C'est pas gratuit ce qu'il fait, Michel. C'est réfléchi, c'est analysé, c'est un passionné de foot. Et il nous sort des affaires derrière les fagots. Qui font le show. On le retrouvera en 2025, Michel Moulin, bien sûr. Nous sommes avec Karim Zeribi, mais également avec Jimmy Algerino. Bonsoir, Jimmy Algerino. Bonsoir. Surnommé le Marrakchi. Bonsoir, mon cher Jimmy. Il y a des surnoms comme ça qui vont rester peut-être. Hein. Peut-être, ouais. Je veux juste passer un petit bonjour. Allez-y, bien sûr. Il y a une grosse, si vous avez un truc à vendre. Non, il y a une grosse réunion du club du Toulouse Fontaine ce soir. Et donc, j'ai été absent pour être là parmi vous. Et ça me fait plaisir d'être là ce soir. Parce que vous deviez participer à cette réunion. Tout à fait, je fais partie du bureau du club du Toulouse Fontaine, un grand club sur la région toulousaine qui a fusionné maintenant, qui est devenu Toulouse Métropole. Mais bon, voilà, donc je salue tous les... Tu fais pas comme Beyrouth, tu sais où sont les priorités. Voilà. Oui, mais vous n'êtes pas venu en jet privé, vous, ici à Paris? Non. Pas aux frais de la République? Non. D'accord, très bien, c'est ça qui est pratique. Avec nous également Benjamin Danet, bonsoir. Salut Lionel. Le directeur général de butfootballclub.fr, notre site, toutes les informations, tous les scoops, vous les retrouvez sur butfootballclub.fr et évidemment, c'est le réceptacle, c'est le jeudi. Benjamin, c'est l'intello du football. Non, c'est l'intello, mais c'est surtout le grand spécialiste d'une grande thématique que nous allons faire aujourd'hui, la thématique Saint-Etienne. Bien sûr. On va parler des Verts qui sont dans la zone de relégation, qui ont changé d'entraîneur. Vous allez nous le dire dans quelques instants, Benjamin Danet. Et Benjamin connaît bien le foot, mais connaît très très bien Saint-Etienne. Voilà pourquoi on est ravis d'être avec vous chaque jeudi. Et on a grand plaisir à recevoir Franck Enouda. Bonsoir Franck Enouda. Bonsoir à tous. Agent de footballeur. Un grand plaisir d'arriver il y a 2 jours du Brésil et d'être ici sur ce plateau en votre compagnie. C'est un grand plaisir et merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vivez la plupart du temps au Brésil, même si vous voyagez beaucoup, puisque je le disais, vous êtes agent de footballeur, spécialiste des footballeurs brésiliens. Donc vous nous direz, pas tout de suite, Franck Enouda, mais vous nous direz s'il y a des pépites qui vont arriver en France, qui vont arriver en Europe, on verra on va découvrir le futur Neymar ou le futur Ronaldo, le futur R9. Dans nos thématiques d'ailleurs, on parlera de Paul Pogba, qui sera sans doute la star du mercato. On l'annonce à Marseille, qui aurait proposé 1 an plus 1 an. Est-ce que c'est une bonne idée? On en parle aussi à Manchester City, alors qu'il a joué à Manchester United. On en parle en Arabie Saoudite. On en parle aussi aux États-Unis. On verra ensemble, tous les quatre, si c'est une bonne idée que d'engager Paul Pogba. On reviendra aussi sur notamment le match entre Paris et Monaco hier et la victoire 4-2 du PSG avec un arbitrage assez incohérent et peut-être un arbitrage à géométrie variable, car il y a une décision que monsieur Le Texier, l'arbitre, a pris hier en ne donnant pas de carton rouge, alors qu'il, pour la même situation, il l'avait fait contre Marseille. Je sais que Karim Zeribi a des choses à dire, il est bouillant sur ce sujet. On en parlera tout à l'heure, mon cher Karim, c'est une certitude. Et puis, je le disais, Nantes et Saint-Etienne, des chefs-d'œuvre en péril. Les 2 clubs changent d'entraîneur, les 2 clubs sont en difficulté. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? On en parlera évidemment avec vous. Et puis, le foot amateur, ça, c'est un rendez-vous que vous aimez aux alentours de 20h45. Nous recevons une présidente, qui est une présidente de club de Régional 3 dans le Gers, de Fleurance. C'est Morgane Leclerc qui dirige des masculins comme des féminines. Et ça, c'était très intéressant d'avoir des femmes qui sont à la tête de clubs mixtes. On en parlera avec elles, avec toutes les difficultés de la Régionale 3. Ce sera aux alentours de 20h45. Ne manquez pas ce rendez-vous. Butfootballclub.fr, c'est maintenant. Sud Radio, 20h-21h,
But Football Club. Mais d'abord avec Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet et Franck Enouda, nous revenons sur le match phare d'hier soir en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui est invaincu en 2024, qui s'est imposé 4-2 contre Monaco, mais une victoire à la Pyrrhus car le gardien du Paris Saint-Germain a été blessé, même presque défiguré par une faute monégasque. Le joueur s'était essuyé les crampons sur son visage et il n'y a pas eu de faute, Jimmy Algerino. En tout cas, il n'y a pas eu de carton rouge contre ce joueur monégasque. Quel est votre regard sur cette situation? Est-ce qu'on aurait dû siffler carton rouge? Est-ce qu'on aurait dû plus insister sur cette faute-là? Oui, par principe, de toute façon, il aurait dû y avoir un carton rouge et l'expulsion du joueur. Après, volontaire ou pas volontaire, ça c'est autre chose. Après, il y a la commission qui se réunit régulièrement après. Et voilà, le fait de prendre un match, 2 matchs, 3 matchs. Mais là, pour l'intégrité, en tout cas, du gardien Donnarumma, surtout quand on voit les traces juste derrière, c'est pas cohérent de ne pas avoir donné le carton rouge, sachant qu'en plus de ça, la VAR n'a pas derrière réagi. Après, je pense que toute la polémique qu'il y a eu sur le match Marseille-PSG, je pense que il le paye tout simplement. Ça veut dire qu'il a sans doute pendant une demi-seconde pensé à l'enjeu, le match, ce qui s'était passé, les critiques. Parce qu'il a donné un carton rouge, monsieur Le Texier, lors de ce match contre Marseille. Ouais, mais on pour voit la même situation quasiment. On voit aussi que même pour les arbitres, on voit aussi quand même pour les arbitres, voilà, la vie, les critiques du lendemain sont aujourd'hui très importants. Et je pense qu'il n'a pas voulu, dans sa démarche, peut-être tuer le match, s'éviter encore une polémique, mais malheureusement il a pire que ce qu'il a eu contre l'Olympique de Marseille. Il a jugé, Benjamin Danet, que c'était une attitude imprudente et pas une attitude inconsidérée ou une attitude violente. Dans le règlement, l'attitude inconsidérée et violente peuvent susciter des cartons rouges, des expulsions. Pas l'attitude imprudente. Non, c'était imprudent hier soir. Ce qui est bien, c'est que l'explication a été donnée avant la fin du match sur le site L'Équipe. On commence à se demander s'il n'y a pas un bureau de communication pour défendre les arbitres. Cette décision, elle est incompréhensible, elle est scandaleuse, elle est tout ce que vous voulez. Alors, je ne vais pas tomber dans l'éventuelle paranoïa des supporters marseillais, loin de là, mais effectivement, Amin Harit a été expulsé pour 10 fois moins que ça. C'est scandaleux que le joueur de Monaco n'ait pas été expulsé hier, c'est ahurissant. Et puis moi, ce qui me gêne, c'est toujours la même histoire, c'est que les arbitres, on ne peut rien dire sur eux, on ne peut pas les remettre en cause, on ne peut pas dire qu'ils sont mauvais ou qu'ils se sont plantés, parce que sinon, nous on peut le faire, mais si les dirigeants le font, ils sont convoqués devant la commission de discipline. Et franchement, j'ai même été étonné que les joueurs parisiens, que le banc parisien, que Luis Enrique ne hurlent pas devant ce qui s'est passé. Parce que quand on voit les images, et je recommande à tout le monde d'aller sur les réseaux sociaux, je pense notamment à certains médias qui ont mis le pied sur le visage de Donnarumma et la tête de Donnarumma après, mais c'est ahurissant que le VAR, comme tu le disais Jimmy, n'ait même pas appelé derrière en disant qu'il y avait un problème. Mais c'est stupéfiant. Et encore une fois, comme par hasard, monsieur Le Texier n'a pas voulu venir s'exprimer après le match. Il ne faut rien dire sur les arbitres. Ils ont tous les droits, et notamment celui d'être nul et de rater complètement leur match. Avez-vous le sentiment, Karim Zeribi, qu'il y a un arbitrage en France à géométrie variable en fonction des matchs, en fonction de la réputation des équipes? Je vais essayer d'être objectif et de ne pas paraître comme étant chauvin, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'inconstance dans les décisions des arbitres qui pose question. Et qui donne aussi un sentiment d'injustice quand vous êtes supporter de co-dirigeant de quelques clubs, en fonction des clubs. Je veux dire, ça a été dit par Benjamin très bien. Je veux dire, pourquoi on expulse Harit, on n'expulse pas ce pied levé à la figure avec une marque, je dirais, qui est impressionnante au visage du gardien du PSG. Et puis il y a la VAR. Pourquoi parfois il consulte la VAR, parfois il la consulte pas. Et que ce soit dans des mains dans la surface de réparation ou des contacts physiques qui provoquent des pénaltys, ça fait basculer un match. Je veux dire, ça fait basculer une saison. On peut pas prendre ça à la légère. Moi, j'ai le sentiment en tant que supporter à Marseille, mais après, tu vas dire, ouais, mais t'es chauvin, machin, qu'on joue contre nous. Moi, j'ai le sentiment qu'à un moment donné, on a les arbitres à dos. Il y a une époque, on les avait pas à dos.
Peut-être que Tapi savait y faire. Ouais, depuis, quand je dis savait y faire, je sous-entends pas qu'il achetait les matchs ou quoi que ce soit. Oui. Ce que je veux dire, il savait mettre la pression comme Olas l'a fait avec Lyon, comme Rocher, comme Saint-Étienne, bien sûr. Exactement, monsieur. Merci. Donc qu'on n'interprète pas mon propos. Donc il savait mettre la pression. Il allait les voir avant les matchs. Il leur parlait à la mi-temps. Il était présent physiquement. Et à un moment donné, tu sentais qu'ils étaient un peu sur le qui-vive. Là. Des fois, tu prends des décisions. Moi, je me dis, c'est pas possible. Ils jouent contre nous. Je veux dire, non, ils sont 13 en face. Je veux dire, on parle du 13e homme qui est le public. Parfois, c'est l'arbitre contre l'OM. Donc, je veux pas être parano. Mais c'est vrai qu'il y a une inconstance. Est-ce qu'il y a un problème de formation? Est-ce qu'il y a un problème de qualité? Est-ce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits? Ils ont beaucoup de pression, les arbitres, parce qu'ils sont notés, ils sont sanctionnés, ils ont beaucoup de pression. Pourquoi cette inconstance, Lionel? On peut se poser la question. L'action d'hier, elle est quand même très significative. Et puis, pour abonder dans le sens de Karim, surtout, il y a des gens derrière des écrans aujourd'hui. Évidemment. Enfin, il y a un moment, on va peut-être arrêter de toujours dire que l'arbitre peut se tromper, que ceci, que cela. À quoi servent les gens derrière des caméras de télé si on n'est pas capable de leur dire hier... il y a un attentat sur un gardien du PSG. Enfin, tout le monde le voit. Ils regardent peut-être une autre chaîne, ils ont peut-être zappé, ils regardent peut-être pas le match. Et Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, va dans votre sens, c'est-à-dire qu'il a déjà manifesté le fait qu'il avait l'impression que les arbitres étaient contre l'Olympique de Marseille. Mais ça, c'est le jeu aussi non, des médias. Pas le jeu. Non, il y a des faits. C'est factuel, comme disent les journalistes. Les grands journalistes comme Lionel Rousseau. C'est factuel. Moi, j'aimerais avoir le sentiment de Franck Enouda. Vous êtes, Franck, un peu loin des choses de la Ligue 1 quand on vit au Brésil, mais vous êtes immergé dans le football depuis tant d'années. Est-ce que vous avez le sentiment que ces débats que l'on a sur l'arbitrage sont récurrents au fil du temps, ou que ça a beaucoup évolué, que c'est plus dur aujourd'hui, encore plus pour les arbitres, avec toutes les caméras qu'il y a notamment? Moi, je crois que bon, j'ai regardé le match hier, j'ai vu le match hier, donc comme au Brésil, comme ici, j'accompagne bien sûr le football européen de chez nous, du Brésil, parce qu'on a la chance que tous les matchs passent. Mais sur le match d'hier, pour en revenir, je ne sais pas ce qui s'était passé à Marseille parce que j'ai pas vu, mais sur le match d'hier, à mon avis, aujourd'hui, je trouve que les arbitres ont plus de facilité qu'avant. Grâce au VAR, grâce aux gens qui sont derrière les caméras, grâce à la communication qu'ils ont avec la salle du VAR. Et j'estime que, par exemple, sur un match comme hier, c'est inadmissible de laisser passer ça. C'est-à-dire que quand on regarde le VAR et qu'on voit l'action et qu'on voit, comme disait Jimmy, comment ressort le gardien du PSG, il est obligé de sanctionner. Il peut pas dire non, c'est involontaire, c'est pas volontaire. On est obligé de sanctionner parce que c'est des actes sur lesquels je pense qu'on évite que ça se répète, on évite que les attaquants ou d'autres joueurs aient des engagements trop forts sur le gardien ou sur d'autres joueurs. Et donc moi je pense que les arbitres aujourd'hui, à la différence d'avant, c'est beaucoup plus facile grâce à tout le support qu'ils ont. Et pour moi, hier, c'était un carton rouge. Ouais, carton rouge. Et est-ce que ça a évolué? Je vous pose la même question, Jimmy Algerino, par rapport à votre époque, lorsque vous étiez joueur. Les relations avec les arbitres, notamment la pression que l'on pouvait mettre. Vous avez vécu notamment des phases de jeu qui avaient fait polémique. On se souvient d'un Marseille-Paris Saint-Germain. Vous étiez avec Ravanelli, Rapé Ratana. Vous y étiez, effectivement. Le croche-patte. Ouais. Exactement, avec le penalty qui avait été accordé à l'Olympique de Marseille. À juste raison, comme dirait Karim Zeribi. Non, enfin, là où je rejoins Franck, c'est qu'effectivement, là, les arbitres sont très protégés. Ça veut dire que, bon, avant, on pouvait se retrouver devant la porte, frapper la porte, invectiver, mettre la pression. C'est vrai que là, aujourd'hui, ils sont protégés. Ça veut dire à peine, ils mettent le pied sur le sol, la ville où ils vont arbitrer jusqu'à le départ. Ils n'ont aucun contact avec les supporters, avec le club, avec les joueurs ou quoi que ce soit. Donc normalement, effectivement, ça doit être beaucoup plus simple. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, les arbitres sont devenus un petit peu comme les joueurs. Ça veut dire qu'en fait, ils ont peur de la critique d'après-match, en fait. Parce que ça peut peut-être leur coûter, ça peut être, je sais pas, ça peut avoir des incidences, effectivement, peut-être sur leur note. Oui. Ils sont dégradés à chaque fois qu'ils commettent des erreurs. Oui, mais on peut même se poser la question si les mecs de la VAR ont peur peut-être de contredire l'arbitre du centre. C'est l'arbitre du centre qui décide de toute manière, quoi qu'il arrive. Mais là, aujourd'hui, il a arbitré la finale du championnat d'Europe. C'est le meilleur arbitre français. Donc, est-ce que peut-être
peut-être l'adjoint ou le petit entraîneur, le petit arbitre dans la VAR, va oser contredire la décision de l'arbitre. Jimmy, il peut l'appeler. Oui, non, mais là où je suis d'accord. Mais est-ce que peut-être sa sanction-là, bien sûr, l'empêche peut-être de le contredire? Un mot de Karim Zeribi pour conclure sur cette thématique. Il y a un chiffre qui parle de lui-même. 90% le taux d'erreur corrigé est de 90% grâce à la VAR. Tu imagines? Bien sûr. Ça veut dire que la main de Vata, pour parler de Marseille un tout petit peu, s'il y avait eu la VAR. Oui. Ça n'aurait pas existé. Bien sûr, exactement. Voilà. Mais il y a de multiples actions décisives pour ça. Mais là, en l'occurrence, dans une action comme celle de Monaco au PSG, tu te demandes pourquoi ils ne consultent pas la VAR. Moi, je me pose la question. Pourquoi ils ne consultent pas la VAR? Avec monsieur Le Texier, peut-être que Schumacher reste sur le terrain et ne met pas un carton rouge après l'agression. Vous parlez de CDI 82, évidemment. C'est pas impossible. Il y aura plein d'exemples qui nous remontent comme ça, en mémoire, bien sûr. 20h17, Sud Radio, parlons vrai avec butfootballclub.fr. Dans un instant, Nantes et Saint-Etienne au programme. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h21h, But Football Club, Lionel Rousseau. Avec butfootballclub.fr, le site de référence, son directeur général Benjamin Danet est avec nous, tout comme Jimmy Algerino, Karim Zeribi et Franck Enouda. Nous allons parler des chefs-d'œuvre en péril, des clubs légendaires, des clubs qui nous ont bercés pendant très longtemps et qui sont à la peine, Nantes et Saint-Etienne, qui vont changer d'entraîneur. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, si ces clubs sont bien gérés maintenant, s'ils sont adaptés à la communication, la finance du football moderne aujourd'hui, avec des modèles qui sont très différents, c'est vrai, entre Nantes et Saint-Etienne. Mais d'abord, les informations factuelles, Benjamin Danet. À Saint-Etienne, c'est officiel, il y a un nouvel entraîneur. Non, c'est pas officiel, mais ça le sera dans quelques heures, Olivier Dalloglio a été remercié. Et qui va le remplacer? Donc c'est Eric Oderland, entraîneur méconnu, et qui vient avec un adjoint qui a pour nom El Fakiri, qui lui jouait en Ligue 1 il y a quelques années à l'AS Monaco, lorsque l'AS Monaco était entraîné par Didier Deschamps, donc ça date. Mais El Fakiri a l'avantage de parler français, ce qui n'est pas le cas de Eric Orneland. Donc Orneland, il vient du club du SK Brandbergen, qui est un club norvégien, qu'il a gagné la coupe, et il a fini 2 fois deuxième. Il avait également entraîné Rosenborg, il avait également entraîné Haugesund. Voilà, il paraît que c'est un entraîneur qui est réputé pour un pressing, faire un pressing à ses joueurs, un pressing assez soutenu. Voilà, il y a un entraîneur qui rentre dans le projet Kilmer Sport Ventures, c'est-à-dire les nouveaux dirigeants de la SS. Pourquoi on ne prend pas un entraîneur français? Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. J'étais en train de me poser la question. Vous voulez prendre qui comme entraîneur français? Un inconnu notoire, il y en a quand même sur le marché. Non, mais j'ai rien contre les entraîneurs français. Je dis quel est l'entraîneur français qu'on pourrait prendre à l'heure actuelle? Non, mais on croit toujours que les étrangers sont meilleurs que les Français. Mais c'est bon aussi pour les joueurs, souvent. Hein. Moi, des fois, on te fait venir des joueurs. L'Olympique de Marseille en est donc l'exemple parfait. On t'a fait venir des joueurs parfois. Je suis convaincu que dans la région PACA, dans les clubs amateurs, il y avait aussi bon, sinon meilleur. Mais qu'on n'a jamais puisé dans ce réservoir-là. De qui on fait venir un gars, Mitroglou, je veux dire, des fantômes, quoi. Je veux dire, des fantômes, les mecs. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment on peut faire venir un petit peu pareil? Et après, quand tu apprends le montant du transfert, quand tu apprends son salaire, tu tombes de très très haut, quoi, je veux dire. Ouais. Et là, en l'occurrence, j'ai rien contre cet entraîneur, je le connais pas. Donc, pressing, tout ce qu'on veut. Mais il y a quand même des joueurs français ou des anciens joueurs qui ont été formés, qui ont passé les diplômes, qui sont sur le carreau. On pourrait peut-être aussi un peu leur faire confiance. Sachant que la priorité number one des dirigeants de Kilmer Sport Ventures, donc Kilmer Sport Ventures pour préciser, donc c'est Larry Tannenbaum, milliardaire ou actionnaire millionnaire, de Saint-Etienne, donc président, et c'est Ivan Gazidis qui a déjà lui œuvré au Milan AC et à Arsenal, qui maintenant est le président de la SS. Et en fait, il y avait leur priorité initiale, c'était Wilfried Nancy, qui lui entraîne aux États-Unis, le club de Columbus Crew, pour pas dire de bêtises. Et en fait, ils avaient contacté Wilfried Nancy il y a quelques semaines, qui leur avait dit non. Ensuite, Nancy avait dit oui à Rennes, mais Rennes avait finalement pris Sampaoli. Et voilà, maintenant, ils prennent Eric Orneland. Ouais. Et pour revenir sur ce que disait Karim, les entraîneurs français libres, on peut dire qu'à Saint-Etienne, on a déjà donné. Je pense notamment à Claude Puel, qui n'a pas véritablement réussi lors de son passage dans le Forez. Oui, notamment avec les jeunes joueurs. Là, il y a comme un jeu de bonne taux et une adaptation peut-être aussi à ce qu'est le football, Franck Enouda. Pour les joueurs, mais aussi pour les entraîneurs qui peuvent se faire virer, qui cherchent du travail et qui. D'ailleurs, est-ce que les entraîneurs ont des agents? On est bien d'accord? Les entraîneurs ont des agents.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc c'est sans doute l'agent de cet entraîneur danois qui a bien travaillé pour qu'il se retrouve à Saint-Étienne. J'imagine, je connais pas donc ni l'entraîneur ni l'agent, mais je suppose que oui. Mais le nouveau directeur, le nouveau CEO de Ivan Gavitz, à mon avis, doit avoir aussi ses connexions sur ces pays-là. Hein, je pense que il sait ce qu'il va chercher, mais comme dit tout à l'heure Karim, moi je m'inquiète quand même en France lorsque tu fais venir un entraîneur étranger. J'ai rien contre eux aussi, mais en plein milieu de saison, c'est-à-dire qu'on est au mois de janvier, il va commencer, il parle pas la langue, donc il faut compter 1 mois, 2 mois, pour qu'il commence à sentir la culture, un peu comment fonctionne le football français, comment fonctionnent les vestiaires à Saint-Étienne, parce que à Saint-Étienne, comme tu as dit, Lionel, c'est un club mythique. Il y a une façon de travailler là-bas. Il y a des gens qui sont là depuis des années. Il va falloir qu'ils aient ce relationnel. C'est des clubs mythiques, c'est des clubs familiaux qui aiment avoir le contact un peu comme à Marseille, hein, pour avoir vécu les coulisses de Saint-Étienne et de Marseille avec Brandon et d'autres personnes. Je pense que c'est difficile. Pour moi, c'est pas un bon pari parce que la saison se termine au mi-mai. Je pense que c'est dangereux. Compliqué. Brandao à Marseille, c'était vous, Francky Oui. Lota ? D'accord, très bien, parce que Brandao, il a quand même marqué l'histoire. Il a quand même donné 3 Coupes de la Ligue à Marseille. Exactement, c'est ça. Ça faisait 30 ans. On le critiquait beaucoup parce qu'il n'avait pas de style brésilien s'il en est avec des dribbles chaloupés. Mais le gars, il est là, il a marqué l'histoire du club. C'était pas Ronaldo, mais il pesait sur les défenses. Il était là, Brandao. Il pesait sur les défenses. Bien sûr que quand vous le touchez, c'était du fer. Physiquement, il était puissant. C'était du fer. Il était solide. Il était très volontaire. Et malgré l'affaire qu'il a eue, il semblerait quand même, parce qu'il y a des gens qui l'ont côtoyé, qu'il avait une bonne mentalité. Non, il a une très très bonne mentalité. On est d'accord. Moi, quand il était au Shakhtar, avec qui j'ai travaillé, je continue à travailler depuis 20 ans, 22 ans. On rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous êtes l'agent qui a permis au Shakhtar d'acquérir et de faire venir de nombreux joueurs brésiliens de très grande qualité, qui ont évolué ensuite grâce dans à un d'autres entraîneur clubs qui était aussi. patient, les Chescu, et puis il y en a un président qui avait l'argent pour les amener aussi. Ouais, évidemment. Votre regard sur ces entraîneurs qui changent, dont le poste est toujours en difficulté.
Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h21h, But Football Club, Lionel Rosso. Avec Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet et Franck Enouda, l'agent de footballeur référent sur le marché brésilien. Merci d'être avec nous, Franck Enouda. On va parler d'ailleurs du mercato d'hiver avec Paul Pogba dans quelques instants. Mais je ne résiste pas à vous demander s'il y a 1, 2, 3 joueurs qui vont émerger, des Brésiliens bien sûr, et que l'on va découvrir dans les prochains mois, les prochaines semaines, ou est-ce que ce marché s'est raréfié? Non, on n'a pas encore le Neymar, on n'a pas encore le R9, on n'a pas encore le Ronaldinho. Au Brésil, en ce moment, on n'a pas. Mais on a des joueurs de très, 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 très haut niveau, de jeunes talents, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quelques-uns sont déjà dans les équipes pro. Comme Gabriel à l'International de Porto Alegre, 17 ans, un numéro 10 extraordinaire, comme Enrique à São Paulo, qui vient d'avoir 18 ans. Il y a quelques bons joueurs qui vont arriver, je pense, dans les prochains 1 an, 2 ans, en espérant qu'ils partent pas trop tôt, parce que le gros problème du Brésil, c'est que ces dernières années, les joueurs sont partis trop tôt. Les clubs comme Manchester, Chelsea, ils les prêtent à des clubs de 2e division, petits clubs de 1re division pour se former, mais ils perdent cette ginga qu'ils ont au Brésil quand ils arrivent à 17-18 ans qu'ils l'acquièrent. Et quand on remarque tous les grands joueurs qui sont venus au Brésil à l'époque, les Kaká, les Ronaldo, Ronaldinho, Romario, ils sont partis à 22, 23 ans, 21 ans, pas avant. Et ça, c'est dommage. Et j'espère que cette prochaine génération qu'on a va rester un peu plus longtemps et partira un petit peu plus tard. Mais tu peux t'adapter au football, européen quand tu pars si tardivement? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Il faut quand même un temps d'adaptation. Si tu pars à 22, 23 ans, à 25 ans, tu es presque vieux aujourd'hui. Non. J'exagère. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je crois que le joueur, si tu veux, qui termine sa formation, parce qu'aujourd'hui, à 16 ans, je prends 10 équipes de 1re division au Brésil et 10 équipes de 1re division en France. Tu peux checker, tu vas voir au moins, 10, 12 joueurs de 16 ans qui jouent chez les pros ou qui font partie de l'effectif pro. Ici, si j'en trouve 1 ou 2, c'est déjà miracle. Donc, très jeunes, ils sont lancés. Donc, ils sont déjà formés au système pro. La seule différence, c'est que le Brésilien, quand il quitte le pays, tu sais, j'ai écouté Galtier, le début de sa 2e année, quand il est arrivé la 1re année, pardon. Il a dit une phrase qui m'a choqué. Messi avait déjà joué 1 an, c'était pas très bien la 1re année. Quand il débute la saison avec Galtier, Messi il flambe, et Galtier en conférence de presse, il dit, vous savez, il avait besoin d'1 an pour s'adapter. Si un joueur comme Messi, il a besoin d'1 an pour s'adapter, il vient de Barcelone, explique-moi, quand tu fais venir un jeune de 20 ans du Brésil, qui traverse l'Atlantique, combien de temps il faut pour s'adapter? Il y a eu l'exemple de Rai, pour parler du Paris Saint-Germain, qui était champion du monde et qui a mis 1 an à s'adapter aussi avec le PSG. Alors là, Lionel, c'est une erreur, moi j'appelle ça une erreur professionnelle. Ah oui? Qu'ils l'ont répété encore aujourd'hui. Enrique, il l'a répété aujourd'hui. À ce niveau-là, ça s'appelle une erreur professionnelle. Quand tu fais venir un joueur du Brésil, je parle du Brésil, tu le fais venir au mois de janvier, il faut quand même que tu saches que tu sois pro pour savoir que le mec, il a commencé le championnat en janvier, il a terminé le championnat en décembre, vers le 3-4 décembre, avec la Coupe Libertadores qui est l'équivalent de la Champions League, la Coupe du Brésil, le Sud-Américain qui est l'Europa League, 2 championnats régionaux. C'est-à-dire que le gars, comme Rai, je prends l'exemple de Rai puisque tu en parles, Rai, il est arrivé avec 60-70 matchs dans les pattes. Il n'a pas soufflé. Le 5, voilà. Et la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est venue après. Mais il venait de faire la Coupe du Monde des clubs. Il venait de gagner contre, je ne sais plus qui, Barcelone, je sais plus. Mais il arrive, si tu veux, à Paris, alors qu'il termine le championnat le 5 ou 6 avec le championnat du monde. Il prend les vacances pendant 3 semaines. Au Brésil, il faut savoir qu'il fait 30-35 degrés. Il a 3 semaines de vacances, donc lui, la pression, elle tombe. Il arrive, et je me souviens, moi j'étais au camp des loges quand il est arrivé avec les sacs de plastique dans les chaussures. Quelqu'un lui a dit, il faut mettre du sac de plastique. Il transpirait, il a failli avoir les doigts coupés. J'étais là, comme je parlais portugais, je lui dis, mais il faut pas mettre ça, Rai. Mets des pommades, mais ne mets pas ça. Tu vas transpirer, tu vas congeler. Le terrain était gelé, il était enneigé. Et le gars, il le fait venir le 3 ou 4 janvier, il s'entraîne, et on lance. C'est impossible. Impossible. Quand tu fais venir un Sud-Américain au mois de janvier, tu le prends, tu dis attends, je vais lui faire la préparation que je fais comme mes pros lorsqu'ils rentrent de vacances au mois de juin. Quand vous rentrez début juillet, vous ne faites pas de match la première semaine. On fait préparation, on monte en puissance, et ben tu fais la même chose. Tu prends Rai, tu fais la même chose. Moura, il est arrivé en janvier, ils ont fait la même chose à Paris. Le Belardo,
le défenseur central. Il est arrivé, je me souviens, il a fait la visite médicale, il a fait un entraînement, il est rentré en Coupe de France le lendemain. Mais c'est impossible. Donc le mec, comme il est sur, tu sais, l'adrénaline, il va jouer un match ou deux bien, il va mais jouer, après le mec, il sera pas au niveau, bien sûr. Karim Zeribi. Une question, Franck, que je me pose. Est-ce que les Brésiliens ont le football dans la peau, dans leur ADN? Est-ce que c'est inné la plupart du temps, ou est-ce qu'il y a une école de football brésilienne qui fait que les joueurs talentueux ou pas, quand même, sont formés, entourés, encadrés, accompagnés? Le football de rue, par exemple, existe toujours au Brésil? Ça existe toujours. Il faut savoir que tu as à peu près, allez, on va dire 80% des joueurs, des jeunes joueurs, je parle quand ils ont 11 ans, 10 ans, 12 ans, parce que tu sais, comme moi, que un joueur, quand tu veux le former, si tu veux qu'il soit pied gauche, pied droit, tu le fais pas à 12 ans ou à 13 ans. Il va améliorer. Mais ça se fait entre 5, 6 ans et 9 ans, 11 ans maximum. C'est là où tu le bosses. Donc ça, ils l'apprennent dans la rue, ça. Ils l'apprennent dans la rue. Pourquoi? Parce que les écoles publiques sont pas le même niveau que les écoles publiques en France ou en Europe. Donc les gamins, la plupart du temps, ils sont pas à l'école publique. Les joueurs de football, à 80-85%, ils viennent de familles très défavorisées. Donc quand les parents travaillent, ils partent à 5h du matin, ils rentrent à 10h du soir. Ils sont chauffeurs de taxi, ils sont ce que tu veux. Et les gamins, ils apprennent le football dans la rue. Donc quand ils sont ensuite repérés, en général, à 12 ans, 13 ans, ils intègrent les centres de formation au Brésil qui sont très, 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 très forts aujourd'hui. Ils sont très performants, les centres de formation. Performants, les centres de formation, au niveau physique, préparation, biologie. Il y a que le Français qui devrait voyager. Bien sûr, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Brésiliens restent des valeurs sûres en matière de recrutement, même si le football a évolué vers une athlétisation de ce sport. Alors, ce que tu dis, Lionel, 100% raison. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir, c'est pour ça que des fois, j'en parlais avec Jimmy tout à l'heure, moi je ne parle même pas avec les dirigeants ici, parce que souvent les gars, on a l'impression qu'ils savent tout, mais ils ne savent pas comment vivent les Brésiliens. Bah oui. Le Brésilien, quand il vient, il faut savoir que dès la formation, le centre de formation, à l'âge de 13 ans, ils commencent à entrer, parce qu'eux, de 8 ans à 11 ans, 12 ans, ils jouent qu'en foot de salle. C'est là où ils apprennent la fameuse technique, le dribble dans 1 mètre carré, etc., etc. Ils peuvent ne pas être rapides, mais habiles dans 1 mètre carré. Ensuite, à 13 ans, ils passent sur les terrains en herbe, moitié de terrain, etc. Ils commencent à entraîner là-dessus. Mais il faut savoir que dès la préparation, dès leur jeune âge, on apprend tactiquement, les latéraux doivent partir. On regarde tous les latéraux qui sont venus brésiliens, les Roberto Carlos, les Alves, les Martins. Ils partent, ils apprennent ça depuis jeune, tu ne peux pas leur changer. Ensuite, la partie physique, elle est compliquée parce que les Brésiliens, moi j'habite Porto Alegre, quand l'équipe de Grêmio ou de l'Inter, il va jouer contre Fortaleza, tu sais ce que c'est la distance? C'est 6 heures d'avion. Avec escale, parce qu'il y a un club qui doit avoir, Flamengo, qui doit avoir un avion privé. Ils partent, ils font escale à Sao Paulo, ils repartent, mais ils font les vols commerciaux. Et quand ils sont là-bas, ils rentrent chez eux que 3 ou 4 jours après, parce que la fédération, qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, on va pas les faire revenir, on va les faire jouer contre un autre club à côté, Bahia. Puis après, avant de rentrer, ils vont jouer contre un club à Rio, un club à... C'est la folie. Franck Elouda, quand vous avez parlé de Roberto Carlos et de ses latéraux qui montent, m'avait fait penser à Jimmy Algerino. Ça m'a rappelé les grandes heures d'Algerino. Non, très brésilien. Bien sûr, on croyait que j'étais brésilien. Non, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Luis Fernandez, à l'époque, voulait Roberto Carlos. C'est moi qui lui propose qu'il découvre qu'il joue à Araras. Personne ne connaît le club d'Araras, mais moi je le découvre et j'emmène à Luis. Roberto Carlos. Il n'en a pas voulu? Tu rigoles quoi, Luis, il avait l'œil. Hein. Ah bon? Luis, tout de suite, il m'a dit je le veux tout de suite, il voulait un arrière-gauche. Et je lui ai dit écoute, j'ai un mec, il faut que tu le regardes. Et tout de suite. Pas un droitier, puisque j'étais à droite. Oui, c'est ça. Bien sûr, évidemment. C'est un deuxième Jimmy Algerino. Oui, c'est ça. Finalement, il est parti où finalement alors là? À l'Inter. Il est parti. Mais on avait tout bouclé. Hein. On avait voyagé, l'OM m'avait envoyé, le PSG m'avait envoyé là-bas. À l'époque, c'était la Parmalat qui était patron de Palmeiras. Je suis arrivé là-bas, on a tout négocié. J'ai mis Luis Fernandez avec le gars, on a bouclé le deal, tout. On va au restaurant, chez Olascari, tu sais, les restaurants de viande. De viande, ouais. À volonté. Ricardo Oliveira, qui était son agent, il arrive. Puis il me dit, voilà, et tu vois un mec de 20 ans qui arrive, les cuisses comme ça. Roberto Carlos. Incroyable. Une frappe de folie. Il aurait pu signer au Paris Saint-Germain. Vous auriez pu jouer Roberto Carlos. Non, mais c'est une belle anecdote quand même. Elle est magnifique. Magnifique anecdote. Alors j'aimerais qu'on parle quand même un tout petit peu de Paul Pogba aussi, qui n'est pas brésilien, mais qui pourrait, pourquoi pas, jouer au Brésil, comme le fait Payet. Eh bien, dernièrement, avant-hier, avant de partir, j'ai vu l'annonce que Corinthians était intéressé. Comme l'Olympique de Marseille, comme Manchester City, comme Galatasaray, comme les États-Unis. Votre sentiment, Benjamin Danet, sur le cas Pogba, est-ce que c'est déjà une bonne opération de récupérer Pogba? Ça
Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, le garçon. Ouais, bon, c'est une très très bonne opération médiatique déjà dans un premier plan, un premier temps. Après, je veux dire, le niveau de Pogba, même si ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué, enfin, il a quand même le niveau pour jouer en Ligue 1 et sans aucune difficulté. Et je pense qu'effectivement, ça serait un super coup pour l'OM. Quand j'entends Pablo Longoria qui dit hier, si je ne m'abuse, je ne m'interdis rien ou pourquoi pas, je serais quand même pas étonné que Mehdi Benatia ait fait chauffer son téléphone portable depuis quelques semaines. Et juste une chose, c'est que pour Pogba, ce serait surtout une super solution que de revenir en France, que l'objectif, on le connaît, c'est la prochaine Coupe du Monde. Et quoi de mieux que de revenir à l'OM avec cette passion, cet environnement. Alors c'est à double tranchant. On verra bien. De toute façon, si c'est l'aspect financier qui prime, il n'ira pas à l'OM. Donc voilà, c'est clair. Marseille propose 1 an plus 1 an. C'est ce qui se dit. Après, effectivement, les sommes d'argent sont différentes. Pogba, qui reviendrait en Ligue 1, ou Pogba qui retrouve un club, c'est une bonne opération pour le club en question, Jimmy Algerino. Oui, parce que il a chargé, il a été sanctionné. Enfin bon, voilà, il a fait des conneries. Donc là maintenant, il a payé. Le fait de revenir. Alors pourquoi pas en France, et c'est vrai à Marseille avec Rabiot, ça rappellerait de bons moments de l'équipe de France, et puis ça permettrait aussi, je pense pour lui de se ressourcer, parce que souvent on dit revenir quand on est français, joueur français connu, revenir en France, c'est pas facile, et c'est pour ça que souvent les joueurs français partent à l'étranger. Mais je pense que pour lui ça serait pas mal. Le seul bémol, c'est que comme pour son procès, il n'a pas été là. Il s'est pas présenté, donc je pense qu'au niveau de la presse, il y aura quand même beaucoup de pression pour essayer d'avoir des questions, des réponses. Donc là, ça peut peut-être le mettre en difficulté, il ira habiter une belle maison à Aix et puis il n'y aura pas de problème. Oui, ça peut peut-être s'arranger. Au passage, dans l'histoire du procès et dans l'affaire, Karim peut peut-être louer un petit truc, Karim, éventuellement dans la région marseillaise. Non, mais son frère qui a été impliqué dans l'affaire a été condamné à 1 an de prison ferme aujourd'hui. Voilà, précisément. Il y a de lourdes peines quand même. Évidemment. Mais voilà. Sauf les 2 qui l'ont braqué. Entre 6 et 8 ans. Sauf les 2 qui l'ont braqué, ou apparemment ils sont introuvables. Ouais. Et les 13 millions aussi qu'il aurait versé. Pogba, c'est encore un joueur de foot, Karim Zeribi? Évidemment. Ah ouais? Mais c'est un joueur de foot qui a envie de retrouver le football en plus. Et un joueur de foot qui est passionné de foot, qui a envie de retrouver le football et qui a 31 ans, ça veut dire qu'il est conscient qu'il va vivre là, je dirais, ses dernières années et ses meilleures années. Et il lui faut l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas autre chose à Pogba. Je veux dire, donc c'est un retour en France, dans un club qui a une histoire fabuleuse, le plus grand club de France, qui a une passion, un public qui sera là, qui rêvera, rien qu'avec la vente de maillots. Pogba, on fait un carnage à Marseille. Donc non, moi je pense honnêtement que c'est une recrue fabuleuse à côté de Rabiot, comme l'a dit Jimmy. Donc t'imagines le milieu de terrain que tu as. Ça commence à devenir costaud. Ça commence à devenir costaud. Je veux dire, attends. Ça fait rêver les Marseillais. Mais moi je pense au Brésil quand même, Franck Enouda, et pas uniquement parce que vous êtes là, parce que Payet. Il a le temps pour le Brésil et les États-Unis. Oui, d'accord, mais Payet réussit bien au Brésil. Vous êtes d'accord avec ça? Comment ça se passe pour lui? Il est à Marseille en ce moment, mais il continue à jouer. Il est à Vasco, donc à Rio de Janeiro. Il a la bonne cote du public, de la presse, que la presse brésilienne est très 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 difficile. Et puis sur les matchs que moi j'ai vus de Vasco, il était super bien, il était à l'aise. Et Pogba serait bien dans un club comme Vasco, dans le championnat brésilien? Il se baladerait. Il se baladerait dans le championnat brésilien, parce qu'aujourd'hui on n'a pas tellement de grands joueurs à ce poste-là. Ça va moins vite aussi. Et puis ça va déjà beaucoup moins vite. Et puis surtout, le Brésil, il y a des espaces. On joue entre les deux lignes, on joue 60 mètres entre les deux lignes. En France, c'est 35 mètres. Donc il aura le temps de contrôler la balle, recontrôler, de la donner, avec sa qualité technique. Financièrement, c'est possible? Alors financièrement, ils ont beaucoup d'argent, le Brésil. Ah d'accord. Ils ont beaucoup d'argent. Tu sais, ils ont fait revenir Ronaldo. Les gens n'ont pas beaucoup de notions. Souvent, quand les clubs me disent « Franck, ce joueur-là nous intéresse, qu'est-ce que ça coûte ?» Je lui dis tant en transfert et en salaire, aujourd'hui, ils gagnent ça. Non, c'est pas possible. Les gars, ils gagnent, dans les grands clubs, ils gagnent, si tu prends l'équipe de comment il s'appelle, Flamengo. C'est quoi le salaire moyen? Le salaire moyen, il doit tourner, en brut, on va parler en brut, 120 000 euros. Enfin, Pogba, c'est 8 fois ça. Non, mais je te parle de moyen. Le salaire moyen. Maintenant, si tu prends par exemple Gerson, qui était à Gerson, il doit prendre 250, 300 000 euros. Ils peuvent pas faire Pogba. Ah non, moi je pense pas. Je pense pas. Et puis Pogba, il a le temps. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Brésil, il a le temps. Il a 2-3 bonnes années à faire. Il faut qu'il les fasse à l'Olympique de Marseille.
Karim Zeribi, que vous soyez entendu, que les dieux du football je vous entends. Avec Benjamin, Benatia est en train de faire le nécessaire. Mehdi, c'est le top niveau, Mehdi. Longoria ne comprend rien au ballon. Non, Mehdi est très, très bon. Longoria ne comprend rien au boulot. Non, il comprend rien au ballon. Ça, on va le découper et puis on va le poster. Heureusement qu'on a Benatia. Michel Moulin sort de ce camp. Mais Pablo, il est conscient, c'est pour ça qu'il a pris Mehdi. Ben oui, il a fait il faut qu'on garde Mehdi. On se retrouve dans un instant avec le foot amateur. Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet, Franck Enouda, tout de suite sur Sud Radio. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rousseau. Avec Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet et Franck Enouda sur Sud Radio. On parle vrai, on parle foot, nos grands débats bien sûr, mais le foot amateur c'est un rendez-vous qui fonctionne bien depuis le début de la saison. Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous en parlent, nous donnons la parole, nous mettons la lumière sur les clubs amateurs chaque jeudi aux alentours de 20h45. Et ce soir, nous avons choisi d'aller dans le Gers à Florence, et non pas parce que le Gers est le pays du foie gras et que les fêtes approchent, mais parce qu'il y a un club, le club de Florence en Régional 3, qui est dirigé par une présidente, Morgane Leclerc, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Morgane Leclerc. Bonsoir. Bon, ça aurait été une excellente raison de nous choisir pour le foie gras. Oui, alors évidemment. Il y a une commande de carré pour Karim. Hein, voilà, il y a des commandes qui vont partir, qui vont vous parvenir, mais on a surtout envie de parler football, Morgane Leclerc, avec vous. Déjà, le fait que vous soyez, une femme évidemment, mais présidente d'un club mixte, on est bien d'accord, il y a du foot féminin, mais il y a aussi du foot féminin dans cette équipe de Florence. Ça s'est fait comment ? Alors, pour être précise, en fait, je suis coprésidente. On est deux. D'accord. Parce que je suis avec Daniel Pereira. En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Et je pense d'ailleurs que c'est souvent un problème peut-être pour les femmes, mais je pense que souvent on n'y pense pas par nous-mêmes. Et en fait, on est venu me chercher au moment du Covid. Donc en plus, ça n'a pas été évident puisque j'avais un peu l'impression qu'on gérait une association fantôme au départ. Les deux présidents qui étaient avant nous, en fait, étaient là depuis 6 ans, voulaient changer. Et quand on m'a approché, j'ai juste dit au départ que je voulais pas gérer ça toute seule parce que ça me paraissait un énorme paquebot à conduire. Et en fait, on m'a proposé de le faire avec Daniel, qui était mon entraîneur depuis 4 ans. Donc on se connaissait très bien. Voilà, parce que vous avez pratiqué le football, vous avez des appétences évidemment pour cela, vous n'êtes pas arrivé par hasard, mais tout de même, le football, je vous pose la question, reste encore assez sexiste, très masculin dans son univers, notamment dans le foot amateur. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de situation, Morgane Leclerc ? Alors paradoxalement, dans mon club, non, alors que je l'appréhendais un peu. J'avais peur que des joueurs, etc., réagissent bizarrement. En revanche, j'y ai été confrontée des fois pendant des rencontres face à soit des présidents de clubs adverses qui se dirigeaient tout de suite vers Daniel et qui n'envisageaient pas du tout une seule seconde que je sois aussi présidente, ou même parfois dans des discours tenus même à l'égard du football féminin, en fait. Parlez-nous un petit peu du club maintenant de Florence dans le Gers. L'équipe première donc évolue en Régional 3, mais il y a d'autres équipes, des équipes de jeunes évidemment. Est-ce que c'est un club qui est à l'aise ? Est-ce que c'est un club qui rencontre des difficultés, comme beaucoup de clubs d'ailleurs amateurs ? C'est ce que nous disent les dirigeants que l'on reçoit chaque jeudi. Oui, alors je vais pas déroger à la règle. On est plutôt un club qui fait face à des difficultés. Alors pas dans notre engagement ni dans l'état d'esprit. Ça peut paraître galvaudé, mais on est vraiment un club avec un esprit famille. Pour être très sincère, en 5 ans, moi j'ai jamais eu une engueulade avec personne dans le club, ni des dirigeants, ni des bénévoles, ni des joueurs, même s'il y a déjà eu évidemment des tensions, mais pas d'histoire. En revanche, on fait face à des difficultés financières, comme beaucoup de monde. La stabilité des effectifs aussi. C'est de plus en plus difficile d'aligner des équipes complètes tous les week-ends pendant tout le long de la saison, particulièrement pendant l'hiver. Et on fait face aussi à un manque de bénévoles. On est la même poignée un peu chaque année, très motivés, on s'entend bien, mais on sent que c'est quand même pas en croissance. Et puis, comme tout le monde aussi, on fait face à, quand je dis tout le monde, c'est les clubs amateurs, mais à une pression réglementaire aussi qui nous aide pas du tout. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, alors ça va être vraiment mon opinion à moi, mais depuis quelques années, on pousse le foot vers l'élitisme sportif.
Et on fait beaucoup de règles qui s'appuient pour moi sur des pressions démographiques, c'est-à-dire que ça oblige à avoir beaucoup de monde pour répondre à toutes ces règles, notamment les équipes de jeunes avec une équipe par catégorie, etc. Et le football rural, puisqu'on se revendique du football rural dans le Gers, peut pas répondre à des règles de pression démographique. Nous, on n'a pas des nouveaux habitants chaque année, etc. Enfin, on n'est pas du tout comparable avec le football urbain, entre guillemets. Et en même temps, pardonnez-moi l'expression, mais si on flingue le football rural, je trouverais ça très dommage parce que c'est justement cette mixité-là qui fait la beauté de nos championnats. D'où les difficultés d'ailleurs pour trouver des bénévoles dans le football rural, parce que vous êtes finalement victime de ce qu'on pourrait appeler la désertification rurale. C'est la même chose pour les écoles, c'est la même chose pour les médecins, et on y vient aussi pour le foot avec les exigences donc des instances qui vous demandent d'être au même niveau que les grandes villes en quelque sorte. De pouvoir en tout cas répondre aux mêmes exigences en termes de nombre. Oui. Et c'est là où ça coince. Évidemment. Question de Jimmy Algerino pour vous, Morgane Leclerc. Oui, Morgane, bonsoir, pardon. Karim n'étant pas là, c'est vrai que chaque fois il pose la question à votre niveau, si vous aviez la possibilité, avec une baguette magique ou le fait de pouvoir proposer des solutions, quelles seraient les 2-3 solutions que que la Fédé du moins, ou que les instances pourraient apporter au football rural et vous permettre de mieux gérer, de mieux vous en sortir. Avec le président Diallo qui a été réélu, je le précise. Et vous avez voté, vous aussi. Oui. Voilà. Oui, parce que j'ai oublié de le dire aussi, mais je suis fraîchement élue à la Ligue Occitanie. Très bien. Voilà, depuis novembre. D'accord, vous faites bien de le préciser. Donc la baguette magique, vous en faites quoi ? Alors, ma baguette magique. Déjà, je pense que j'adapterai les règles à la réalité des territoires. Donc, c'est-à-dire, pour le football rural, par exemple, peut-être alléger les réglementations pour les équipes de jeunes, etc. Puisqu'en fait, dans la réalité, ça nous pousse à des ententes, des groupements et des fusions. Et pour moi, c'est une logique qui est à court ou moyen terme, parce que qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura moins en moins de clubs sur les territoires ? Ça existe déjà avec des villages qui ont des terrains qui sont déserts. Donc je dis pas que c'est simple pour eux, mais on peut pas avoir un seul règlement qui s'applique partout. Et après, j'allégerai aussi l'obligation de l'arbitrage, qui franchement est un enfer pour beaucoup de clubs chaque année, puisque pour avoir droit à des mutés, en fait, on doit avoir des arbitres qui couvrent le club. Et je pense que je dois pas être la seule à le dire, mais c'est très compliqué. Pour moi, en fait, c'est un problème qui devrait pas reposer sur les clubs. On a déjà suffisamment de choses à gérer entre nos équipes, les bénévoles, etc. Je changerais aussi, je pense que le foot étant le premier sport en France et la première fédération a un vrai grand devoir d'exemplarité. Et je trouve que là-dessus, au lieu d'être leader dans nos réglementations, on est des suiveurs. Donc la VAR, pour moi, ça fait très longtemps qu'elle devrait être absolument partout, déjà dans le football professionnel, avec des arbitres équipés de micros. Parce qu'à nos échelles, et ça, les éducateurs en parleront sûrement mieux que moi, mais nous, on essaie de donner beaucoup de valeur aux jeunes, de respect, etc., de l'adversaire, et des fois, il suffit qu'ils regardent un match professionnel pour que ça flingue tout ce qu'on a fait pendant des mois. Vous préconisez la VAR dans le football amateur, Morgane Leclerc ? Pas partout dans le football amateur. Parce que ça pose des problèmes de moyens, évidemment, on ne peut pas installer des régies dans tous les... Oui. Si vous voulez, il y a déjà des sports comme le rugby, etc., où c'est déjà... complètement installé, les micros sur les arbitres, etc. Donc il y a des sports. J'ai un de mes fils qui fait du handball, par exemple. Et j'ai été très surprise de voir que c'était beaucoup plus calme que dans le foot. Même pour des enfants, je veux dire. Et en fait, c'est parce que quand on regarde des matchs professionnels, il y a des comportements au niveau professionnel qu'on voit pas. Ils sont assez exemplaires. Je dis pas que c'est à 100%, ça n'existe pas, mais il y a un vrai écart d'exemplarité de comportement. Et pour moi, c'est pas ruissellement. C'est-à-dire que si c'était irréprochable au niveau professionnel, ça nous aiderait, nous, au niveau amateur, à promouvoir ça. Alors que des fois, on doit au contraire s'excuser de ce que ils ont pu voir dans le monde professionnel. Voilà, le football professionnel ne sert pas forcément le football amateur dans toutes les circonstances, que ce soit financièrement, que ce soit dans l'exemplarité aussi. Jimmy Algerino, non, mais pour aller dans ce sens-là, bon, la VAR, c'est pas possible, mais par exemple, proposer aux arbitres d'expliquer un petit peu aussi les décisions, pourquoi ils sifflent, parce que bon là, il n'y a pas le public, il n'y a pas 1000 ou 2000 personnes, donc ça peut permettre des fois. Ouais, non, c'est pas évident, mais
au moins chez les enfants. Non, mais au moins chez les. C'est un problème de faire de la pédagogie. Oui, voilà, de la pédagogie, ça peut être aussi intéressant. C'est un problème de niveau aussi. Et puis les arbitres, dans certains stades, parfois, ils sont vilipendés, ils sont insultés. Donc c'est très compliqué, effectivement, dans le football amateur. En tout cas, on avait très envie de parler de ce club de Florence, dans le Gers, Morgane Leclerc. C'est la trêve pour vous, l'équipe de Régional 3, notamment, avec les fêtes de Noël? C'est la trêve. Oui, hein. c'est la trêve. Vous reprenez quand? Ils reprennent le 12 janvier avec un derby à domicile. C'est le derby, c'est contre qui? Gimont. Florence et Gimont. Voilà. À la maison, donc, dans le Gers. Oui, avec un repas avant. Avec un repas avant et avec des frites à volonté, peut-être, pour reprendre la bonne année. Merci de nous avoir accompagnés. Merci infiniment, Morgane Leclerc. Passez de bonnes fêtes. Merci à vous. Et vous saluez évidemment tous les licenciés de Club de Florence dans le Gers. Cette émission s'achève. On va remercier évidemment Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet, Franck Enouda. Merci infiniment de nous avoir apporté un petit peu de soleil et de Brésil dans les oreilles, mon cher Franck. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Et notre émission revient l'année prochaine, le 9 janvier, jeudi 9 janvier 2025. Nous serons là avec toute l'équipe pour vous accompagner. Passez de très belles fêtes. Et dans un instant sur Sud Radio, n'oubliez pas de consulter butfootballclub.fr, le site. Et sur Sud Radio, c'est Jacques Pessis qui arrive. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avec Idexport, la passion du sport.